3, 2, 1. Here we go! Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière séquence de la journée. Un échange riche et important nous attend puisqu'il s'agit de la plénière institutionnelle. Et avec tous les élus, institutions qui nous accompagnent sur ce salon cyclo et sur ces conférences, nous allons débattre d'un sujet qui vous concerne tous pour l'avenir, celui des réseaux d'eau à l'épreuve des générations. 875 000 km de réseaux d'eau potable en France. C'est tout simplement 22 fois le tour de la Terre, paraît-il. Et des réseaux qui, pour près de 40%, ont été posés avant 1970, d'où la question de l'avenir qui se pose cruellement. Mais parce qu'on ne se projette pas dans l'avenir sans avoir un bon et solide état des lieux, parce qu'on ne peut pas parler de la ressource en eau sans évoquer ce que le changement climatique lui impose, je vous propose d'accueillir en introduction un grand témoin. Lui parle du bouleversement climatique, car cela nous touche encore davantage. Il est hydrobiologiste à l'Université de Corse, membre du comité de bassin de Corse, président de la communauté de communes de Corté-Centre-Corse. Il est passionné et passionnant. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Antoine Orsini. Un micro, enfin. 1, 2, 1, 2. Bon, comme ça a été dit en introduction, vous avez compris, vous avez devant vous un schizophrène, un scientifique, mais aussi un élu. Je crois qu'en Corse, c'est le sport favori de faire de la politique. J'ai arrêté le vélo, j'ai pris du ventre. Non, allez, plus sérieusement. On peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Moi, je ne me prends pas au sérieux, d'autant plus que je vais parler de problématiques qui peuvent être anxiogènes. Alors, soit on termine par de l'éco-anxiété, prendre du tranxène et autres anxiolytiques, soit je finis par des solutions. Mais commençons par poser le problème. Alors, le terme de bouleversement climatique, on peut utiliser les termes que vous voulez. Réchauffement climatique, on va voir qu'il fait de plus en plus chaud. Dérèglement climatique, mais le terme de bouleversement, je crois qu'il doit davantage nous toucher. Je ne vous parlerai pas de 2050 ou de 2100. Pourtant, dans le labo que j'ai l'honneur de diriger, on travaille sur des modèles mathématiques. Mais je ne vais pas vous en parler parce que nos modèles se trompent. Ça va être pire que nos modèles. Alors, le constat. Donc, le constat, vous avez ici la température de l'air, température moyenne annuelle de l'air à Ajaccio, depuis les années 70. Vous voyez qu'il y a une période, et elle est valable dans toute la France continentale, c'est la fin des années 80. Fin des années 80, il s'est passé quelque chose. Regardez à Ajaccio, fin des années 80, on était déjà dans le rouge. On était déjà dans le rouge, c'est-à-dire la ligne de base, la référence, quand on dit les normales, là c'est la moyenne 71-2000, et vous voyez qu'on est dans le rouge. Et on est dans le rouge, aujourd'hui, à plus de 2 degrés. Là, vous avez 4 villes de Corse, en bleu Bastia, en rouge Ajaccio, en vert Corté. Alors Bastia, Ajaccio, vous connaissez quand même un peu, c'est au bord de la mer. Corté, c'est à 390 mètres d'altitude. Et Bastelica, un peu plus de 800 mètres d'altitude. J'attire votre attention sur la courbe de Bastelica, à 800 mètres d'altitude. Regardez la vitesse à laquelle croît la température de l'air. Donc globalement, si on ramène ce delta T, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 50 ans, regardez, on a pris 1,4 degré sur nos littoraux, on a pris 3,3 degrés à 1000 mètres, mais on a pris 5,2 degrés à 2000 mètres. Comment vous voulez qu'on ait de la neige? Je vous ai montré la retenue de Calagouche, qui est un barrage artificiel géré par EDF, et les montagnes corses. Habituellement, on a beaucoup de neige. Bon, je crois que dans les Pyrénées, vous avez vu cette année, mais ce n'est pas une année exceptionnelle. Alors, je n'ai pas résisté
par curiosité à regarder ce qui se passe ici, chez vous, dans votre belle région. Regardez Toulouse-Blagnac, depuis 1959, sans lunettes, elles sont derrière moi. Mais bon, allez, regardez, à Toulouse, on a déjà pris 2 degrés. Quand on regarde toute la micro-région, à minima 1 degré 78 et au maxima, dans le Gard, regardez, 2 degrés 29. Ça fait une moyenne de 1 degré 91. Retenez qu'on a déjà pris 2 degrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on nous parle de on va prendre 1 degré, on a déjà pris 2 degrés. On va parler d'eau, et cette eau qui vient du ciel, essentiellement. Alors, sur les précipitations, il n'y a pas de signal. Il ne pleut pas moins, il ne pleut pas plus. Certains modèles du GIEC disent qu'il pourrait pleuvoir plus, y compris en Corse. D'autres, il pourrait pleuvoir. Mais on ne va pas parler 2050 ou 2100. En tout cas, pour la Corse, regardez Bastia et Ajaccio, on a essayé de voir s'il y avait des variations décennales ou vingtenales. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Il tombe toujours en Corse 8 milliards de mètres cubes. 8 milliards de mètres cubes par an. Regardez à Toulouse, il n'y a pas de signal non plus. Là, c'était le clin d'œil. Par contre, il pleut mal. Il peut ne pas pleuvoir pendant 6 mois. Et après, quand il pleut, il pleut. Regardez Ajaccio sous l'eau. Hein. Regardez Ajaccio sous l'eau. Donc, c'est ce problème. Hein. Alors, quand je dis il pleut mal, j'aurais pu utiliser un terme un peu plus scientifique de parler de distorsion spatio-temporelle, en parlant des extrémités de l'île. Mais bon, vous avez compris, il pleut mal. Une donnée qui est fondamentale, parce que moi ce qui m'intéresse, cette eau qui tombe du ciel, c'est l'eau disponible. Bon, disponible d'abord pour mes petits poissons, mes invertébrés ou mes petites algues, en tant qu'enseignant-chercheur en hydrobiologie, mais ça m'intéresse aussi pour l'eau dans mes villages, hein, puisqu'on gère un peu l'eau et l'assainissement. Donc une donnée qui est fondamentale, avant de parler de l'eau disponible, c'est l'évapotranspiration. Alors là c'est pareil, l'évapotranspiration, vous voyez les courbes à Bastia et Ajaccio, cette évapotranspiration ne cesse d'augmenter avec les années, donc on est aujourd'hui à plus de 1100 mm d'évapotranspiration. Quand on veut corrélé avec les précipitations, on voit qu'il y a plus d'eau qui s'évapore et qui part par la végétation que qui n'arrive par les pluies. Hein. Ce qui donne une augmentation de l'intensité et de la durée de sécheresse des sols, avec les problèmes agricoles, avec les problèmes des incendies. Il n'y a pas qu'en Corse maintenant. Hein. Il y a quelques années, j'avais dit on va avoir des incendies dans la région parisienne. Je me suis trompé, hein. On a des incendies en Suède, hein. Donc on peut remonter un peu plus haut que la région parisienne. Alors les débits. Cette eau disponible, on les a par exemple dans les cours d'eau, je vous parlerai aussi un peu d'eau souterraine. Regardez l'évolution du débit moyen annuel du Tavignane, qui est la 2e rivière de Corse. La première, c'est le Golo. Alors, je n'ai pas pris le Golo parce que c'est un régime régulé, puisqu'il y a 2 ou 3 barrages EDF. Je prendrais des régimes, entre guillemets, naturels. Globalement, et c'est valable pour tous les cours d'eau de Corse, il y a moins 30%, là, ici, c'est moins 33%, il y a moins 30% du débit. Parce que la disponibilité de l'eau dépend de la température. Il pleut toujours autant, mais vous avez compris, cette eau s'évapore quand il fait chaud. Une année typique, là on est sur une année, hein, j'ai pris 2017, mais j'aurais pu prendre 2018, 2019, 2020, ça marche de la même manière. Là on regarde l'évolution des débits au cours d'une année, au cours d'un cycle hydrologique. Et là, quand on a ce genre de données, il faut regarder les anomalies. Les 2 premières anomalies, regardez, c'est quand on a beaucoup d'eau dans un cours d'eau en hiver, janvier, février ou décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas... les précipitations en montagne sont liquides, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de stock de neige. Voilà. Donc on a beaucoup d'eau l'hiver. Bon, vous avez compris que c'est cette neige en fondant petit à petit qui fait que les étiages estivaux, donc la période de basses eaux en été, il y a 40 ans, c'était 2 à 3 mois. Là, regardez, on est entre 5 et 7 mois. C'est ça qu'il faut retenir. Là, c'est un bouleversement du régime hydrologique de ces cours d'eau méditerranéens qui étaient de type pluvio-nival méditerranéen. On peut enlever le nival, il neige moins. Alors, pour illustrer ce bouleversement, il y a deux images. L'image où ce Tavignane est quasiment à sec, il aurait fallu mettre une flèche pour le voir, hein, sur la gauche. Et puis ce Tavignane, d'un coup, il y a des crues catastrophiques et le Tavignane s'étale sur 100 mètres. Là, on peut poser la question à des élus, attention, les permis de construire en zone inondable en disant ça ne coule pas. Ça ne coule pas, mais ça peut couler. Bon, voilà, donc ça c'est important. Là aussi, je n'ai pas résisté à prendre quand même la Garonne à Toulouse.
La Garonne à Toulouse, depuis les années 80 ou 90, j'ai du mal à voir, mais bon, c'est 90, vous m'aidez. 90 de 2023, vous avez une courbe de tendance. Alors si j'ai mis la courbe de tendance, c'est davantage, pas pour mettre des mathématiques de base, hein, AX plus B. Le A de la courbe, le moins 2,61, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, la Garonne perd 2,61 mètres cubes secondes par an. Donc ça veut dire, tous les 10 ans, 26 mètres cubes. 26 mètres cubes, c'est plus de 10%. Donc on arrive comme ça à moins 40%. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais il y a des utilisations, il y a plus d'utilisation, il y a plus d'agriculture, peut-être. Mais en tout cas, il y a moins d'eau qui arrive. Regardez, nous partîmes à 240 mètres cubes secondes instantanés dans les années 90 et nous arrivons à 140 aujourd'hui. Ça peut remettre en cause, en tout cas en France continentale, puisqu'en Corse, il n'y a pas encore de centrale nucléaire. Non, j'enlève le pas encore. Hein. J'espère qu'il n'y en aura peut-être pas. On peut se poser la question. Il y a le problème des refroidissements de centrales nucléaires. Il y a la problématique du partage de l'eau, on l'évoquait à midi, hein, avec l'agriculture. Le constat, on peut le faire aussi avec les eaux souterraines. Parce qu'on s'aperçoit, regardez ici, c'est un forage conçu depuis les années 80, que le niveau piézométrique ne cesse de baisser. On n'arrive plus à recharger les nappes. On n'arrive plus pourquoi? D'abord, il y a de l'évaporation, de l'évapotranspiration. Et ensuite, lorsque ces précipitations catastrophiques arrivent sur un sol très sec, il y a du ruissellement, il n'y a pas d'infiltration. Donc on a aussi des soucis avec les eaux souterraines. Alors lorsqu'on a un problème de recharge de nappes, lorsqu'on a un problème de baisse du débit des cours d'eau, et lorsqu'on a un problème d'élévation du niveau de la mer, la Méditerranée monte de 4 à 5 mm tous les ans, ben, on a ce problème qui est aujourd'hui gravissime d'intrusion marine ou saline, comme vous voulez, dans les eaux souterraines. Ça, c'est une carte du BRGM qui date depuis au moins 15 ans. Avec, vous voyez, des zones à risque fort et avéré. Ben, partout dans les zones littorales, on pompe de l'eau salée, il faut le savoir. Et vous savez que l'eau salée, on ne peut pas l'utiliser. Ce bouleversement climatique touche la Méditerranée, mais bon, je dis, vous inquiétez pas, vous serez touché un jour. Non, la Méditerranée se rapproche de vous, hein, pas la mer, hein, je ne parle pas du niveau de la mer qui monte, mais en tout cas les phénomènes extrêmes. Ces phénomènes extrêmes, regardez cette image satellite au mois d'octobre 2021 en Sicile, ben, on a l'impression d'être, je ne sais pas, aux États-Unis avec un cyclone. Les météorologues ont parlé de ce phénomène d'un Medicane. Donc ce n'est pas un cyclone, mais c'est presque pareil. Il a été baptisé par les météorologues Medicane Apollo, avec, regardez, des précipitations de 500 mm et bien sûr des inondations meurtrières. Allez, pour parler un peu de la Corse, parce que là j'ai parlé de Toulouse, j'ai parlé de la Sicile, je reviens un peu en Corse, malheureusement parce qu'il y a eu 5 morts, hein, il y a eu 5 décès. En août 2022, il y a eu un phénomène de derecho. Alors la différence, derecho, ça veut dire en espagnol ou en portugais, aidez-moi, ça veut dire tout droit. La différence avec un Medicane, le Medicane, ça s'entoure, le derecho, c'est tout droit. Alors ce derecho, il prend naissance aux Baléares, et c'est une espèce de ligne de grain, il y avait peu de vent et peu de pluie. Sauf que, regardez la date, 18 août 2022, entre les Baléares et la Corse, la Méditerranée était à 28 degrés. Et c'est cette Méditerranée qui est très chaude qui est à l'origine de tous ces phénomènes, les Medicanes ou les derechos. Et on a eu ces catastrophes. Alors, je vous ai dit que on pouvait finir par des anxiogènes, hein, mais on va parler plutôt de solutions. Hein. Vous en mettez en œuvre tous les jours. La problématique d'essayer de trouver des solutions, c'est d'abord poser vraiment le problème. Quand je discute avec mes ex-amis, non, j'ai toujours des amis agriculteurs, ils me disent « nous on veut des barrages, nous on veut du stockage ». Moi je dis si on commence comme ça, on commence mal. Moi je préfère dire on va d'abord économiser, après on va stocker. Je prends toujours l'exemple, quand j'étais jeune marié avec ma femme, on a voulu acheter une voiture, après acheter une maison, donc on allait voir le banquier. Puis un jour le banquier dit on ne peut plus vous prêter. Mais pour l'eau c'est pareil pour les agriculteurs. On ne peut plus vous en donner, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, on ne va pas là. Donc je parlerai quand même un peu de stockage, ne vous inquiétez pas, mais ça n'arrive pas en numéro 1, vous verrez en numéro 4 ou 5 ou 6. Donc d'abord, c'est parler d'économie. Donc les économies d'eau, c'est d'abord réduire les fuites dans les réseaux. En Corse, on a un rendement de 50%.
peux le dire autrement, on a 50% de fuite. Et les gens qui disent, oui, mais quand on a dans un réseau d'adduction de l'eau, un réseau qui fuit cette eau, cette eau va aller dans le sol pour les vers de terre. Oui, sauf que cette eau, quand on la prend dans une rivière, on l'a enlevée à la truite, aux batraciens et aux invertébrés. Autrement dit, quand on a besoin d'un mètre cube, on va en prendre 2 au milieu naturel pour en perdre. Donc, il n'y a pas que parce que les gens mettent en avant les fuites dans les réseaux de distribution en disant on perd de l'eau traitée, donc on perd de l'argent. Non, mais même l'eau d'adduction, il faut réduire. Il faut utiliser dans l'agriculture, parce que rappelez que, en tout cas en Corse, 60% de l'eau, c'est le milieu agricole. Donc, micro-aspersion et goutte à goutte. Il faut rechercher, parce qu'on a des problèmes, vous avez vu, dans les eaux superficielles, il faut rechercher des ressources de substitution, notamment dans les eaux souterraines. Il y a un autre problème qu'on a en Corse, mais qu'on a partout, dans le monde, je dirais. Dans les réserves, tout ce qui est réserve superficielle, hein, dans les retenues, on a des proliférations de cyanobactéries qui rendent l'eau impropre à la consommation. La réhute, je ne vais pas dire réuse à l'anglo-saxon, mais bon, la réutilisation des eaux usées traitées, ça fait partie d'une des pistes. On n'est pas bon en France, hein, on n'est pas bon. On n'est pas bon, je dirais que je ne vais pas prendre comme exemple les Israéliens, ils sont peut-être mauvais en politique, mais ils sont très bons en gestion de l'eau. Mais c'est une réalité. On ne peut plus se passer de ces eaux usées traitées parce qu'elles sont de plus en plus traitées, parce que les services de l'État nous attendent au tournant. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Pas forcément pour l'irrigation, mais aussi pour recharger les nappes phréatiques. D'autant plus que pour recharger des nappes phréatiques où actuellement on tire de l'eau salée. Donc c'est injecter cette eau pour repousser le sel. C'est faire des retenues collinaires. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les agriculteurs, on s'arrive en numéro 5 ou 6, je vous l'ai dit, les retenues. Il faut un peu de stockage, mais pas les grands ouvrages. Les grands ouvrages, ils prennent du temps. L'agriculture en France, et en Corse en particulier, ou en zone méditerranéenne, elle ne peut pas attendre 30 ans avant qu'un barrage sorte, avant qu'un ouvrage sorte. 30 ans, si on n'a pas quelques écolos au milieu qui vont dans des tribunaux européens, ça peut mettre 40 ans. Donc on n'a pas 30 ans. Donc les grands barrages, c'est aussi un impact écologique. On barre une rivière, hein, c'est l'hydrobiologiste qui parle. Hein. Voilà, donc c'est pas jouable et c'est pas dit qu'on les remplisse, les grands barrages. En Sardaigne, il y a 1,8 milliard de mètres cubes, mais ils remplissent à 30%. Alors bon, 30% d'1,8 milliard, c'est déjà pas mal. Bon. Sauf que ils ont des problèmes de cyanobactéries. Donc le principe, c'est de faire des retenues collinaires. Et l'idéal aujourd'hui, ces retenues collinaires, c'est qu'elles soient fermées, un peu comme les bâches souples. On a en Corse, du côté de Cargèse, et ça a déjà 20 ans, une bâche de 80 000 mètres cubes. Or, il y a du pompage dans les eaux souterraines. Et cette bâche, comme elle est fermée, elle garde toujours une température plus que correcte. Et surtout, il n'y a pas de développement ni bactérien, ni, même s'il faut la traiter avant de la distribuer, ni de microalgues toxiques. Donc voilà, l'histoire des bâches souples, ça arrive. Je reviens sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, pour les agriculteurs, il faut sélectionner des espèces méditerranéennes, comme on faisait avant. Avant, il n'y avait pas tous ces tuyaux. Hein. Le tuyau a tué l'eau, en tout cas dans le milieu agricole. Alors, on peut parler de culture en sec. Là, c'est l'élu qui parle. Je vous ai dit que vous aviez affaire à un schizophrène. Donc, de temps en temps, je change de casquette. Voilà. Je pense que si on n'implique pas les populations dans la gouvernance locale, on passe à côté de quelque chose. Il faut expliquer. Il faut faire de la pédagogie. Il faut présenter les problèmes et présenter les solutions. Mais si, moi je dis toujours, je suis un technicien de l'eau, mais je suis aussi un peu élu, vous avez compris, mais in fine, s'il y a des solutions techniques, la solution elle est toujours politique. Ce sont nos politiques qui décident. Alors souvent on me parle du dessalement de l'eau de mer, il y a un cas en Corse, c'est un scandale, c'est scandaleux. L'agence de l'eau RMC n'a pas aidé. J'ai veillé à ce que, étant administrateur de l'agence de l'eau, il n'y ait pas d'aide. Bon. La région Corse a aidé, la collectivité de Corse a aidé. Ça coûte un bras. C'est politiquement incorrect parce que quand on fait du dessalement d'eau de mer en Corse, on fait une croix sur l'agriculture. On ne donne pas à ce prix-là de l'eau pour l'agriculteur. Donc j'ai toujours dit à mes amis agriculteurs, ne pensez pas que c'est la solution. Ce n'est pas une solution dans la transition écologique parce que ce sont des moteurs de bateaux qui tournent au fioul lourd, c'est monstrueux. Et puis après, il y a un impact écologique. Alors ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes collègues biologistes marins. En Méditerranée, où il y a du dessalement d'eau de mer, il n'y a plus d'herbiers de Posidonie.
Donc voilà, c'est la fausse bonne solution. Je parlais de gouvernance, donc il faut organiser l'action à la bonne échelle. Donc une gouvernance locale et un accompagnement des acteurs. Alors en Corse comme ailleurs, comme pour le reste des régions françaises, on a un plan de bassin d'adaptation au changement climatique et on a les projets territoriaux de gestion de l'eau. Donc là, c'est l'occasion de mettre les gens autour de la table et de parler de solutions. Dans le PTGE, et le PBACC, la Corse, elle a été, parce que quand je dis la bonne échelle, j'ai dit un jour au président de l'exécutif, on ne gère pas l'eau dans le Cap Corse à partir d'Ajaccio. Oh, il n'y a que 120 km à vol d'oiseau. Donc vous avez compris, et il m'a donné raison. Donc le PTGE a saucissonné la Corse en 8 micro-régions. 8 micro-régions, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques que dans le Cap Corse. Il manque d'eau depuis longtemps, l'extrémité de l'île ou le centre Corse. Il faut mettre en réseau connaissance, information et sensibilisation. Je crois que ça, c'est fondamental. Il faut partager les savoirs et promouvoir la participation citoyenne sur les enjeux de l'eau. Merci de votre attention. Merci beaucoup Antoine Orsini pour cette riche présentation. C'est un préalable toujours utile au débat et on vous retrouve tout à l'heure pour un mot de conclusion des échanges, si vous le voulez bien. Merci à vous en tout cas. Je vais donc désormais inviter sur scène les participants à cette plénière. Il s'agit de Aude Vitten, directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, Éric Cadoré, conseiller régional, président de la commission sectorielle eau et prévention des risques à la région Occitanie, Robert Medina, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement à Toulouse Métropole, Willy Louis, directeur général de la CACG, Rémi Ramon, vice-président de Réseau 31, et Jérémy Desjean, délégué régional Occitanie chez les canalisateurs et à la FRTP. Alors justement, on vous donne la parole tout de suite, Jérémy Desjean, pour un mot d'introduction. Vous avez un micro aussi. Allô. Parce que vous êtes pilote de cette séquence et donc vous allez nous dire quels sont les enjeux majeurs de cette thématique des réseaux d'eau à l'épreuve des générations. Merci. Chers élus, chers élus, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, avant toute chose, je tenais à remercier notre grand témoin, Antoine Orsini, pour la qualité de son intervention et les nombreux sujets qu'il a souhaité évoquer, pour lesquels nous reviendrons très certainement sur les tables rondes. Alors je suis ravi aujourd'hui de prendre la parole au titre du syndicat professionnel des canalisateurs Occitanie sur un sujet d'une importance capitale, la gestion de la ressource en eau et ses réseaux à l'épreuve des générations. Une question cruciale pour notre pays et particulièrement pour la région Occitanie dans un contexte de changement climatique. Notre pays est riche en ressources en eau, mais cette abondance n'est pas inépuisable. En effet, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, seulement 3% de l'eau sur notre planète est de l'eau douce. Et la France, malgré ses apparences, n'échappe pas à cette réalité. En Occitanie, région pourtant réputée pour sa richesse en eau, nous constatons également des signes de stress hydrique croissant et des disparités territoriales qui nous alertent depuis déjà de nombreuses années. La consommation d'eau nationale par habitant est d'environ 150 litres, soit l'un des niveaux les plus élevés en Europe. En Occitanie, cette consommation est légèrement plus élevée en raison notamment d'une forte activité agricole. Ce qui pose naturellement des nouvelles questions sur la gestion de l'eau, sur ses destinations, notre façon de l'appréhender et de l'utiliser. Nous constatons donc que les paradigmes évoluent. La raréfaction de cette ressource en eau est une réalité à laquelle nous devons faire face. Les changements climatiques connus, avec leur lot de sécheresses plus fréquentes et d'épisodes de pluie intenses, contribuent à mettre davantage de pression sur nos ressources hydriques. Il est donc impératif de repenser notre utilisation de l'eau pour l'adopter à des pratiques plus durables. C'est donc l'enjeu de cette séance plénière avec l'ensemble des acteurs pour voir et savoir comment adapter nos infrastructures aux générations, aussi bien pour l'entretien du réseau que pour l'utilisation de la ressource. Nous assistons au début du papy-boom sur les réseaux d'eau. En effet,
40% du réseau d'eau potable pour laquelle la date de pose est connue à plus de 50 ans. Cette part, si on se réfère aux chiffres, peut apparaître même sous-estimée puisque la date de pose de ces réseaux est inconnue pour près d'un tiers du réseau national. Or, actuellement, le taux de renouvellement annuel moyen des réseaux d'eau potable dans notre région est estimé à 0,65%, ce qui correspond à un renouvellement théorique d'environ 150 ans, ce qui est bien supérieur à la durée d'une vie d'une canalisation. Il faut, à minima, mesdames, messieurs, surtout messieurs les élus et mesdames, passer ce taux de renouvellement à 1,2%, soit le doublé. Sinon, la dette grise continuera de progresser. Pour les réseaux d'assainissement collectif, moins âgés, mais avec une durée de vie moins importante, le taux de renouvellement moyen annuel est estimé à 0,48%. Si on ajoute ces deux données, au total, on a un déficit d'investissement dans les réseaux d'eau et d'assainissement à environ 2 milliards par an. Mesdames et messieurs, cette ressource, je dirais que c'est notre or bleu. Il est important de souligner que l'eau doit avoir sa valeur réelle tout en restant accessible à tous. Dans la profession, nous disons souvent « l'eau paie l'eau ». En France, le prix de l'eau varie considérablement d'une région à l'autre, en fonction notamment des investissements nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité de la ressource. En Occitanie, nous devons veiller à ce que le prix de l'eau reste abordable pour tous, tout en garantissant sa gestion durable et l'entretien pérenne des infrastructures. Pour conclure, mesdames, messieurs, et avant d'intervenir aux échanges à venir lors des tables rondes, il est essentiel d'investir dans des infrastructures de stockage et de distribution d'eau plus efficaces, de promouvoir des pratiques d'utilisation de la ressource plus durables, de sensibiliser le grand public à l'importance de la préservation de la ressource en eau et de renforcer la coopération entre les différents acteurs concernés. Nous le soulignons régulièrement, les infrastructures sont au cœur des stratégies en transition écologique, en région et dans chaque département. Ensemble, nous pouvons et devons agir pour assurer une gestion durable de notre ressource en eau pour les générations présentes et futures. Ensemble, nous devons poursuivre nos engagements pour que nous soyons tous acteurs pour la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy Desjean. Effectivement, le cadre est largement posé. Je me relève pour prendre la zapette pour ceux qui en auront besoin. Hop, elle est ici à disposition. Et on va commencer en vous donnant la parole, Aude Vitaine, au nom de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Un micro aussi. Les enjeux ont été posés. Du côté de l'Agence de l'eau, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce point des renouvellements des réseaux et des réseaux à l'épreuve de l'avenir, et plus largement sur vos pistes de travail à l'agence, quelles sont-elles? Oui, à l'Agence de l'eau à Adour-Garonne, comme dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont les éléments de cadrage ont été dressés par M. Orsini juste avant, nous sommes focalisés sur la façon dont l'Agence de l'eau, au travers de son programme, peut répondre demain à une stratégie d'adaptation du comité de bassin vis-à-vis du changement climatique qui a été posée dès 2018 et dans lequel on retrouve cet enjeu majeur de sécuriser les usages face à un environnement qui change à toute vitesse et finalement la visualisation de la baisse très très nette des débits sur la Garonne le montre bien. Alors face à cela, le comité de bassin a mandaté les collectivités organisées à l'échelle des sous-bassins, qu'on appelle des EPTB, pour qu'elles construisent une programmation financière, en fait, l'identification des grands projets à financer, combien ça coûte et comment on peut les déployer dans le temps, parce qu'on sait que c'est dans les 10 prochaines années qu'on doit réaliser ces projets pour minimiser le coût économique du changement climatique. Tout ce qui arrivera après cette période de 10 ans aura beaucoup moins d'impact. Et là, on arrive sur une période clé qui est celle de notre 12e programme qu'on travaille en ce moment. Alors, il y a tout un mix de solutions
qui a été dessiné à l'échelle des sous-bassins et dans lesquels on va retrouver les éléments qui ont été identifiés là, des solutions de réuse, des solutions fondées sur la nature qui sont extrêmement importantes parce qu'on n'a pas d'un côté la gestion des tuyaux et de l'autre ce qui tombe du ciel. C'est vraiment un même grand cycle. Donc comment la goutte d'eau, on la ralentit au sol pour qu'ensuite elle puisse recharger la nappe et que cette nappe, elle soutienne le cours d'eau en été. Ça, c'est l'idée des solutions fondées sur la nature. Alors, on peut leur donner un coup de pouce avec parfois des solutions de recharge active de nappe, comme celle qu'on teste ici sur ce bassin de la Garonne avec le département 31. Et on n'oublie pas qu'au travers de cette logique d'aménagement du territoire, il y a des enjeux, effectivement, d'eau potable et d'assainissement qui ont été particulièrement mis en lumière en 2022 quand on a connu cette sécheresse qui a touché, à vrai dire, le globe, mais la France et Adour-Garonne qui est malheureusement habituée des périodes de restriction en été, mais en 2022 on a connu une forme de jamais vu dans l'ampleur de ces restrictions. Tous les départements ont été touchés par des restrictions sur l'eau potable, ça c'était du jamais vu. Et on a eu jusqu'à 400 communes qui ont été en tension, voire en rupture totale, dont certaines ont été citernées jusqu'en janvier 2023. Donc notre conseil d'administration et notre comité de bassin, qui travaillent en ce moment même sur une maquette, sur un 12e programme d'intervention de l'agence, il a dit deux choses. Il a dit d'une part, quand on regarde les investissements qui sont nécessaires pour faire face au changement climatique, et de ce point de vue-là, le stockage de l'eau, nous, on l'aborde plutôt sous l'angle, quand il faut le faire, de retenue collective, parce qu'elles vont pouvoir être multi-usages et notamment avoir un enjeu eau potable. Je le dis parce que c'est un élément important de la stratégie en Adour-Garonne. Eh bien, quand on regarde ces investissements nécessaires, on arrive à 100 millions d'euros supplémentaires sur une voilure habituelle qui est de l'ordre de 300 millions. Donc 30% de coûts en plus qui sont de l'ordre de ce qu'on calcule comme étant le renchérissement du coût du changement climatique pour y faire face. Et ces 100 millions d'euros en plus, ils doivent servir à identifier des grandes priorités, à répondre à des grandes priorités. Donc les solutions fondées sur la nature, on y reviendra, mais il y a la mise à niveau des services d'eau potable qui ont été dans des situations de rupture en 2022. Donc ces 400 communes, on les suit, on travaille avec elles à des solutions d'interconnexion, à des solutions d'implication dans des schémas départementaux qui vont déclencher des plans pluriannuels d'investissement. Et ça va être une priorité forte de notre 12e programme. Mais il y a aussi l'assainissement, parce que la perte de débit, la diminution des débits des cours d'eau, ça veut dire une capacité de dilution bien plus faible, et donc ça nous met d'autant plus en obligation de résoudre rapidement les points noirs. Il nous en reste environ 300 sur notre bassin, qui doivent absolument être résorbés d'ici 2027. Et pour faire face à ça, ce n'est pas que des enjeux de moyens. En fait, on constate aujourd'hui dans notre bassin, qui est très rural, on a 80% de notre surface qui est en zone de revitalisation. Voilà. Mais ça se traduit de manière très très tangible par le fait qu'aujourd'hui, il y a 2 communes sur 3 qui alimentent moins de 500 habitants dans notre bassin. Et en fait, quand on regarde la façon dont ce service est opéré, eh bien, on peut quasiment superposer la carte des services en tension en 2022 avec la carte finalement de l'opération de ce service à l'échelle communale. Donc, il n'y a pas qu'un enjeu financier, il y a aussi un enjeu de gouvernance pour faire face à ce mur d'investissement devant lequel sont les collectivités de notre bassin et qu'on a chiffré dans une étude récente à 7,5 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années. Mais là, je vous parle de tous les enjeux confondus. Je vous parle du renouvellement des réseaux, je vous parle des besoins d'interconnexion, je vous parle de l'approche patrimoniale, du besoin de répondre au développement des territoires. Donc, ce n'est pas l'ensemble des enjeux sur lesquels va l'Agence de l'eau. Ils vont bien au-delà de nos missions. C'est les compétences des collectivités, mais quand même, ça montre qu'il y a un enjeu d'organiser une forme de solidarité financière et puis aussi d'aller sur des approches peut-être un peu innovantes en matière d'ingénierie financière. Et c'est pour ça que la Banque des Territoires est en partenariat avec nous sur les réponses qu'on peut apporter aux collectivités face à ce besoin d'investissement. On les a entendus ce matin, effectivement, sur des propositions d'accompagnement financier de prêts sur des très longues durées qui peuvent permettre de porter justement des investissements aussi lourds que cela. Merci beaucoup, Haute-Vitaine. Très
prosaïquement sur la thématique du jour, sur les réseaux d'eau, comment vous fléchez, vous, au niveau de l'agence de l'eau, des aides aux collectivités. Je crois me souvenir qu'à une époque, il y avait des fonds qui étaient dédiés à ça, aux collectivités, pour le renouvellement des réseaux. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a des budgets prévus pour ça? Alors c'est toujours le cas, mais c'est important aussi qu'on remette en perspective les besoins financiers face à l'aide qu'apporte l'agence de l'eau, parce qu'il faut justement combiner différents leviers pour répondre Bien à cet sûr. enjeu de renouvellement. Dans les 7,5 milliards que je vous évoquais, tout chantier confondu, le renouvellement des réseaux, si on voulait bien faire, ça ferait 500 millions d'euros par an. Parce qu'on a, comme on est très ruraux, enfin, comme notre bassin est très rural, plus de linéaires de tuyaux que de linéaires de cours d'eau. On a 200 000 kilomètres de réseau en fait. Face à ça, je vous ai parlé d'un budget d'intervention, même s'il augmente, qui sera capé au maximum à 400 millions d'euros. Hein. Donc on voit bien que l'aide de l'agence, elle peut être déclencheuse. Mais d'abord, il faut la cibler sur justement les points noirs, les communes qui ont besoin de cette aide de l'agence pour agir. Donc ce n'est pas la même approche en fonction de la nature des collectivités auxquelles on a affaire. On a identifié dans le cadre du plan eau une 60aine de collectivités qui sont en point noir, c'est-à-dire qui ont des taux de fuite supérieurs à la moyenne nationale, donc sur lesquels on va évidemment agir. On a toujours eu des lignes sous forme d'appel à projets qui permettent d'aider, de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros par an. On va les poursuivre, on va même les pérenniser sans doute, si notre conseil d'administration nous l'autorise. On va l'inscrire en proposition dans le 12e programme. Mais on voit bien qu'on ne peut pas agir seul. Et c'est pour ça que ce partenariat avec la Banque des Territoires, il est majeur. Il faut financer du long avec du long, comme on dirait en approche comptable. Hein. C'est des tuyaux qui s'amortissent sur 50, 100 ans. Donc il faut financer ça avec des produits financiers longs. Donc finalement, le prêt public, il sert à ça. Et il y a le prix de l'eau qui rentre dans l'équation et qui est traité comme un enjeu quand même un peu majeur qui fait partie de ce modèle économique du renouvellement des réseaux. Une vraie question, mais qui mériterait un débat à lui entier. Et d'ailleurs, ce sera le cas demain. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci beaucoup, Vitaine, pour cette présentation. N'hésitez pas à intervenir. Hein, c'est une table ronde. Vous pouvez compléter les échanges les uns des autres. Éric Cadoré, pour la région Occitanie, on vous a beaucoup entendu aujourd'hui. Merci d'être une fois de plus avec nous. J'imagine que vous allez dans le même sens que l'agence de l'eau. Et même si vous ne gérez pas les réseaux, c'est quand même un sujet pour vous aussi. Oui, alors merci de me donner la parole à nouveau pour une troisième fois. Je voudrais saluer les propos de M. Orsini que je ne connaissais pas, mais que je crois reconnaître aussi dans d'autres hydrobiologistes ou géochimistes que je suis moi-même. J'ai la même schizophrénie que vous, scientifique, doctorat de géochimie et élu, qui essaye au niveau de la région, en tant que président de la commission, de prendre en compte l'ensemble de la problématique eau, même si vous avez raison, on n'intervient pas directement sur les réseaux. Alors si vous attendez de moi aujourd'hui que je vous dise qu'on va financer les je ne sais pas combien de milliards qu'il faut sur l'Occitanie pour rattraper le retard. Ça serait un scoop. Ça serait un gros scoop et je serais assez mal à l'aise, j'avoue. En même temps, on se préoccupe de la question de la ressource, parce que ça a été dit, mais voilà, l'eau qui arrive, elle est traitée, on la potabilise, et l'eau qui sort, elle est traitée, on la remet au milieu naturel, même si on essaie de faire des boucles et de ralentir les vitesses de la goutte d'eau, comme tout le monde dit. On a le changement climatique, l'adaptation, c'est prioritaire, parce que si on ne le fait pas, on va se faire encore plus dépasser. La question de la ressource, elle est globale, elle est multi-usage, multi-service. Moi, je crois à la puissance publique, je l'ai dit ce matin, à des projets multi-usage publics maîtrisés, financés. Et je crois aussi à la solidarité nationale. Je pense qu'on n'arrivera pas à rattraper le retard sur les réseaux, parce qu'il faut quand même le dire, on est sur un retard de réseau. Parce qu'on constate qu'il nous faut aujourd'hui, on a plus de 50% de pertes sur beaucoup de réseaux, on a des réseaux fuyards, mais ça fait 30 ans que je l'entends. Donc à un moment donné, il faut dire stop à cette attente et il faut qu'on trouve des solutions. Et ça ne peut pas être des solutions que de viser l'élu, comme j'ai entendu, ou telle collectivité, ou l'agence de l'eau, ou l'État tout seul. Ça doit être un ensemble de solutions, mais dans un esprit de solidarité nationale. Et il faut aussi qu'on définisse la manière, le rythme et les montants. Parce qu'un réseau, ça s'amortit sur 50 ans, ça veut dire 2% par an. Si c'est sur 60 ans, c'est un peu moins. Si c'est 100 ans, c'est encore moins. Donc il faut déjà définir un rythme, un montant, et où sont les priorités. Est-ce qu'on commence par les plus fuyards,
Donc ça veut dire peut-être dans les zones les moins peuplées, finalement. Puisque tirer une ligne pour aller au fin fond d'un petit village de campagne, ben, ça coûte plus cher qu'au cœur de la métropole. Donc il y a une solidarité aussi métropole-rurale, etc. Donc voilà, on a cette problématique, tout le monde se renvoie un peu la balle. C'est un peu l'impression que j'ai quand même sur la question des réseaux. Il y a la question du prix de l'eau aussi. On maintient une tarification sociale progressive, mais il faut que le prix de l'eau couvre le service. Alors, est-ce que c'est la solidarité nationale? Est-ce que c'est une taxe? Là, il y a un débat politique. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a un débat politique sur la manière de financer. Mais le problème, il est posé. Le problème, il est posé. Il touche aussi le prix de l'eau. Il touche la qualité de l'eau, la disponibilité de la ressource. Donc, nous, la région, on agit à ce niveau. On s'aperçoit, et je crois que ça a été dit plusieurs fois, c'est un peu le fait nouveau, qu'il n'y a pas des cycles de l'eau, il n'y a pas petit cycle, grand cycle, il y a une seule eau. Elle tombe à peu près toujours pareil en quantité, mais pas du tout pareil en processus. Et on le voit bien avec les événements catastrophiques ou les sécheresses. L'agriculture est percutée, c'est une des revendications des agriculteurs aussi, la gestion de l'eau. Il y a un débat sur comment on y répond. Nous, on a une session plénière demain à la région, on va donner des réponses à la crise agricole. Je ne sais pas si elles satisferont, mais en tout cas, on a entendu ce qui se dit. On essaie d'agir, on essaie d'appuyer des évolutions. Mais voilà, on est devant un problème majeur qui, je pense, dépasse l'Occitanie sur les réseaux. Il y a la question de l'Europe aussi. Est-ce que l'Europe ne peut pas, à un moment donné, filer un coup de main, grands travaux, grands projets? Mais bon, c'est vrai dans tous les pays d'Europe. La problématique qu'on a, nous, je pense qu'elle est à peu près la même dans d'autres pays. Alors, avec le fait que nous, on a beaucoup de réseaux, on a des structures, on a des compétences. Je vais finir là-dessus pour ne pas être trop long, mais on a beaucoup d'acteurs publics, privés, qui sont très compétents, qui ont des technologies qu'on vend à l'étranger, qu'on vend dans des pays. Moi, je me suis baladé un peu en Afrique du Nord, en Catalogne, aux Baléares, à différents endroits. C'est des acteurs français qui équipent les... Il y a un modèle français. Il y a un modèle français de l'eau, il y a une technique de l'eau. Donc, je crois qu'on a les outils. Il faut arriver à trouver le système. Et, voilà. Mais c'est du problème, c'est du législatif. On est sur un problème législatif. Voilà, je ne veux pas être plus long. Mais n'hésitez pas à reprendre la parole tout à l'heure. Et de gouvernance, c'est un enjeu majeur. Merci beaucoup Éric Cadoré. Robert Médina du côté de Toulouse Métropole, vous, les réseaux, vous êtes en charge en grande partie. Ouais. Quel est le constat chez vous? Il est dans quel état votre réseau? On a de la chance, on a un réseau qui est plutôt en bon état. Pourquoi? Parce que c'est un réseau jeune, il a moins de 40 ans. C'est autour de 3600 km de réseau pour l'eau potable à Toulouse Métropole. On a décidé en 2020 de doubler le renouvellement des canalisations. On est passé de 0,4 à 0,8. Alors désolé Jérémy, on n'est pas encore à 1,2. Mais bon, on travaille pour, ça va venir. Donc c'est un investissement conséquent puisque c'est autour de 15 millions d'euros investis tous les ans. C'est pour 2023, je crois, 27 km de réseaux qui ont été renouvelés. C'est important. Notre première action, c'est effectivement les fuites et on a des résultats. On a des résultats parce qu'on a mis en place aussi, avec notre délégataire CETOM, un centre d'hypervision qui s'appelle Comet et qui est chargé de surveiller justement ce réseau. Donc pour cela, il y a 1600 capteurs qui ont été mis sur la métropole et qui écoutent le réseau jour et nuit. Ce qui écoute les fuites du réseau, ce qui permet d'intervenir sur les fuites très rapidement à 1 mètre près. Et ça nous permet aussi de voir quels sont les endroits où nous devons renouveler le réseau. Donc Comet, c'est d'abord ces 1600 capteurs, mais c'est aussi plus d'une cinquantaine de capteurs qui gèrent la pression d'eau dans ce réseau et qui permet de diminuer la pression la nuit, par exemple, de façon à limiter les fuites. Toutes ces actions nous permettent d'avoir un résultat assez intéressant puisque notre rendement est pour la métropole au-delà de 87% et pour Toulouse Métropole, il dépasse les 89%. Donc c'est 88% en moyenne sur toute la métropole, moins de 12% de fuite, c'est quand même très important. En parallèle, et puisqu'on parlait assainissement tout à l'heure, on essaye aussi parce que la chance que nous avons aussi à Toulouse, c'est d'être alimenté par la Garonne. On a un fleuve. Ça veut dire qu'on capte sur la Garonne, on prélève sur la Garonne à peu près tous les ans 50 millions de mètres cubes d'eau, mais on en reverse dans la Garonne plus de 40 millions, entre 40 et 45 millions. Et la Garonne a besoin de cette eau. Toutefois,
Et comme Toulouse Métropole se veut vertueuse, nous avons depuis 2020 une station de réutilisation des eaux usées que nous développons actuellement avec l'aide de l'Agence de l'eau vers Valréu, qui va nous permettre d'alimenter le garage de la 3e ligne de métro qui est juste derrière la station Ginestou, qui va nous permettre aussi de faire l'arrosage des terrains du stade toulousain, qui va nous permettre aussi peut-être de fournir de l'eau potable pour les toilettes du stade pendant les jours de match, où il y a des dépenses considérables, par exemple. Mais aussi construire une station-service où les camions hydrocureurs pourront venir se brancher et pour hydrocurer ou même pour nettoyer les rues. Voilà, donc on essaye d'aller le plus vite et le plus loin possible. Alors cette unité de réhute, pour Toulouse évidemment, puisque je viens de vous dire que la Garonne a besoin de notre eau réutilisée, elle sert aussi de test et surtout on essaye avec cette station de réhute d'obtenir les autorisations, parce que le problème de la France, et j'entendais M. Orsini tout à l'heure dire qu'effectivement on était loin derrière les Israéliens, mais on est loin derrière les Espagnols, on est loin derrière les Italiens aussi. Voilà, et on a besoin. Donc nous, on a mis cette unité de réhute en place justement pour essayer de provoquer un petit peu l'État pour qu'il donne les autorisations pour qu'on puisse aller plus loin dans la réutilisation des eaux usées. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a dit sur le plan eau qu'il a annoncé fin mars 2023 qu'il fallait passer de moins de 1% d'eau usée traitée, réutilisée en France à 10%. On a un travail considérable à faire et j'espère que Toulouse Métropole participera justement à ce développement. En tout cas, vous vous rendez prêt pour le moment où la réglementation sera plus ouverte. Et on en a parlé tout à l'heure, c'était l'objet de la conférence juste précédente. Merci beaucoup Robert Médina. Idem, n'hésitez pas à intervenir au discours de vos collègues. On revient vers vous, Jérémy Desjean. On voit bien, avec toutes ces interventions, que la thématique est pertinente. À votre échelle, les canalisateurs, quelles sont les actions phares? Alors déjà, vous allez peut-être nous représenter un petit peu ce que vous représentez justement dans le secteur, et puis vos actions phares. Tout à fait. Alors effectivement, avec mon introduction, on s'aperçoit que les sujets sur l'eau sont des sujets bien évidemment primordiaux. Alors juste avant de vous présenter le patrimoine de nos réseaux sur la région, je voudrais refaire une petite présentation du syndicat des canalisateurs. Le métier canalisateur fait partie d'une des spécialités au sein de la Fédération nationale des travaux publics et qui est en région et en département. Donc pour notre région Occitanie, délégation Pyrénées, ça représente 2105 salariés pour une part de chiffre d'affaires de 729 millions d'euros. Alors ce qui est intéressant chez les canalisateurs, c'est que nous avons 91,5% de notre personnel qui est formé et très bien formé. Donc c'est assez intéressant, on y reviendra par la suite, puisque vous allez voir que pour régler et pour faire face à ce mur d'investissement qui nous attend, on a un syndicat qui est très performant, mais on va avoir besoin aussi de collaborateurs et d'opérateurs. Donc ça fait partie des sujets. Alors, pour regarder un petit peu le patrimoine, alors si on pouvait juste afficher... Vous avez la zapette qui vient vers vous. Merci, Monsieur Médina. Donc pour parler un petit peu du réseau d'eau potable donc sur notre région Occitanie, délégation Pyrénées, c'est 56 000 environ kilomètres de canalisation pour un montant estimé de 9 milliards d'euros. Donc sur l'ensemble de la région, on a 25% de l'eau qui est acheminée perdue, soit à peu près 93 millions d'euros de gaspillés chaque année. Alors on peut voir la performance du réseau d'eau potable au national dans notre région et également par département, puisque la problématique dans chaque département n'est pas tout à fait la même, le rendement n'est pas tout à fait le même. Donc pour confirmer un petit peu les propos de M. Médina sur la partie Haute-Garonne, alors je parle de la partie Haute-Garonne et non pas que de Toulouse Métropole, vous avez un taux de rendement de 83% sur le département, donc ce qui est quand même effectivement par rapport aux autres assez important. Alors vous avez d'autres départements où c'est un peu plus complexe comme l'Ariège, voilà, où bon, on a des taux de rendement qui sont un peu inférieurs. Donc bon, ce qui est important, c'est justement... Départements plus ruraux, hein, ouais, ça recoupe ce que disait Madame Vittel. Voilà, nous avons des départements qui sont hyper urbains et d'autres ruraux. Les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le sujet de fond est toujours là.
Alors si on parle un petit peu du taux de renouvellement, on l'a vu. Si on parle un petit peu de l'assainissement, alors où il y a un peu moins de linéaire de réseau, mais on est quand même à 11 600 km environ, pour un montant estimé à 5 milliards. Donc si on gardait ce que je disais en introduction, notre taux de renouvellement actuel, donc qui est, je le rappelle, d'environ 0,50%, on mettrait 220 ans pour renouveler ces 11 600 km de réseau. On comprend bien le retard permanent à rattraper dont parlait Monsieur Cadoré. Donc je rappelle que la durée de vie d'une canalisation, alors sur l'eau potable, on parle à peu près de 70 ans. Voilà. Sur l'assainissement, on est sur des durées un peu plus courtes. On est sur 50 ans. Vous voyez, paradoxe. 50 ans de durée de vie et on mettrait 220 ans pour renouveler les réseaux. Pour parler un petit peu du parc des stations d'épuration, donc, qui est un onglet important aussi, hein. Vous avez environ 1700 stations d'épuration avec un taux de rendement de 87%, donc ça représente 1,6 milliard. Donc la durée de vie d'une station, donc on parle plutôt de génie civil, d'équipement, on est sur 25 à 30 ans. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que sur toutes ces données-là, donc si on écoute un petit peu tous les acteurs autour de cette table ronde, l'objectif, il est identique pour tout le monde, c'est investir et augmenter le taux de renouvellement des canalisations. Donc on va avoir besoin, notre syndicat va avoir besoin de collaborateurs, qui est une problématique aussi pour nous, puisqu'on parle d'attractivité des métiers. Alors notre syndicat mène une politique depuis une dizaine d'années sur l'attractivité des métiers. Il faut savoir, donc je reviens sur mon chiffre des 91% de collaborateurs formés et très bien formés. Chaque syndicat des canalisateurs en région et par département a justement des partenariats avec des écoles, que ce soit à tout type d'emploi, que ce soit de l'opérateur de tranchée jusqu'à l'encadrement. Donc ce qui est important, c'est voilà, notre politique d'attractivité. On va avoir besoin pour les années à venir du personnel, que les jeunes viennent. D'ailleurs, on a lancé des invitations pour que les jeunes viennent à ce salon et s'inspirent un petit peu de nos métiers. Qu'est-ce qu'il faut pour les attirer? Qu'est-ce qui fait que le métier n'est pas attrayant et qu'il y a un problème RH dont vous me parliez? Oui, on subit malheureusement l'image de nos métiers depuis de nombreuses années, où les opérateurs travaillant dans le travaux public étaient des métiers très manuels, sans réflexion. C'est tout le contraire. Il y a eu de l'innovation technologique dans notre secteur, une énorme innovation technologique. Alors, je parlerai notamment du chemisage sans tranchée, du gainage de canalisation sans tranchée, qui est une avancée quand même considérable, justement pour faire avancer ce taux de renouvellement. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de former nos collaborateurs et de les surformer, même je dirais, pour réaliser ces types de travaux. Merci beaucoup. On va poursuivre notre tour de table avec la CACG. Rappelons-le, on l'a dit ce matin, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Avec vous, Will et Louis, merci d'être à nouveau là. On imagine que vous allez nous redire un petit peu les mêmes enjeux que ce matin. Et sur cette question plus précise des renouvellements des réseaux et de l'avenir des réseaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je veux à mon tour saluer la présentation introductive qui a été faite par M. Orsini. Elle est à la fois très, très éclairante, même si on a beaucoup parlé de la Corse. Il y a eu quand même un échange avec la situation ici dans le sud-ouest de la France. Et puis surtout, elle nous confirme l'ensemble des enjeux et l'urgence à agir vis-à-vis de ces enjeux climatiques. Un mot tout d'abord de présentation très rapide de la CACG. La CACG est une entreprise qui a été créée il y a 65 ans par l'État pour précisément répondre à l'époque à un enjeu de développement, de redynamisation des territoires. On est dans les années qui suivent la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mission qui a été confiée à la CACG est de redynamiser plus particulièrement un territoire qu'on appelle la Gascogne par l'aménagement hydraulique. En d'autres termes, fournir de l'eau à l'agriculture pour permettre le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, la CACG a beaucoup évolué, elle s'est transformée énormément. C'est une entreprise publique, c'est une société d'économie mixte.
nous aimons à nous qualifier comme étant un opérateur technique. Notre rôle, c'est d'être opérateur technique, un opérateur public. Public d'une part, parce que nous sommes détenus par des collectivités à titre principal. Je regarde Jean-Michel Fabre, représentant du département de la Haute-Garonne au conseil d'administration de la CACG, vice-président d'ailleurs de la CACG. Nos actionnaires à titre principal sont des collectivités. La région Occitanie en est le premier actionnaire, la région Nouvelle-Aquitaine, et 12 départements. J'ai cité le département de la Haute-Garonne, mais il y a 11 autres départements qui sont actionnaires de l'entreprise. Et puis public aussi parce que nous portons une philosophie, une mission de service public d'intérêt général, en ce sens où nous considérons que le rôle de l'entreprise est d'être au service du territoire, des collectivités actionnaires, des outils, des EPTB en particulier, des syndicats de ces territoires, pour les accompagner dans le déploiement, dans la mise en œuvre de leur politique publique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait à la CACG? Notre métier, c'est l'eau. Ce n'est pas le petit cycle de l'eau, c'est le grand cycle de l'eau. Notre métier, c'est la gestion de la ressource, de l'eau brute. Par conséquent, nous sommes concepteurs, constructeurs et gestionnaires de systèmes hydrauliques. Aujourd'hui, notre action, si elle a démarré en Gascogne pour répondre à la mission que l'État avait confiée à l'entreprise, elle s'est largement étendue sur d'autres territoires. On intervient un peu à l'international, essentiellement en Afrique. On intervient un petit peu dans le nord et dans l'ouest de la France, mais pour l'essentiel, notre activité est ici, dans le sud-ouest de la France, sur le bassin Adour-Garonne. Nous sommes gestionnaires d'une trentaine de systèmes hydrauliques, pour l'essentiel ici dans le sud-ouest de la France, par le biais de concessions de services publics. Le plus important système hydraulique dont nous avons la responsabilité, c'est le système Nest. Le système Nest qui permet par dérivation de la rivière Nest d'alimenter quasiment 1500 km de rivière de Gascogne, fournir de l'eau potable à 300 000 habitants, de l'eau pour l'irrigation à plusieurs centaines de milliers d'hectares irrigués, fournir de l'eau. Paradoxalement, c'est notre première mission, fournir de l'eau pour l'environnement, le milieu naturel, puisque notre rôle, c'est de mettre de l'eau dans les rivières et de permettre la vie dans les cours d'eau toute l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le système NES, c'est d'une certaine manière le système hydraulique signature de la CACG, mais à côté du système NEST, nous intervenons sur une trentaine d'autres systèmes hydrauliques. Le lien entre la CACG et les canalisations. Je parle de système hydraulique, c'est quoi un système hydraulique? Un système hydraulique, c'est l'addition ou la complémentarité d'ouvrages différents ou d'équipements différents. On parle de lacs, de barrages, évidemment, donc des ouvrages de stockage. On va parler aussi d'ouvrages de distribution, de canaux. Le canal de la Nest, par exemple, sur le système Nest. On a parlé ce matin avec Réseau 31 du canal de Saint-Martory, des canaux, et on va en reparler. Et puis des rivières, bien entendu, parce que nous utilisons à titre principal les rivières pour transporter la ressource. Et puis, in fine, parfois, il y a un équipement qui se rajoute, qui sont des canalisations. Nous sommes gestionnaires de systèmes hydrauliques dont un certain nombre sont dotés de réseaux sous pression pour amener l'eau directement à la parcelle. Là, cette activité-là est une activité dédiée exclusivement à l'irrigation agricole, à la CACG, je parle. Les réseaux sous pression que nous gérons sont à destination de l'irrigation agricole. Au total, c'est environ 2500 km de réseau dont nous avons aujourd'hui la responsabilité. Qu'est-ce qui nous interpelle aujourd'hui à la CACG vis-à-vis des réseaux, des canalisations? Il y a 4 sujets, 4 enjeux autour desquels, à partir desquels nous essayons de construire une stratégie. Le premier, je vais y passer vite, ce n'est pas le sujet du jour, mais je le cite quand même, parce qu'il est évidemment très important pour nous, c'est l'efficience énergétique. Pour nous, à la CACG, réseau d'eau sous pression rime avec consommation d'énergie. 90% de l'énergie que nous consommons à la CACG, c'est pour mettre de l'eau sous pression et de la transporter à des endroits, en général, évidemment, au-dessus, en hauteur, voilà, je cherchais, en hauteur de la station de pompage, avec des pressions qui sont souvent importantes, 15, 18, 20 bars, ce qui nécessite évidemment énormément d'énergie. Je passe vite sur ce sujet. Le deuxième enjeu qu'on identifie vis-à-vis des réseaux sous pression,
c'est celui de, M. Orsini l'a d'une certaine manière esquissé, est-ce qu'on aura toujours demain de l'eau pour mettre dans ces réseaux ? Et donc la question de la disponibilité, la sécurisation de la ressource pour permettre l'ensemble des usages pour l'eau potable, naturellement, pour l'environnement, la biodiversité, les loisirs, le tourisme, la pêche, etc., la navigation, mais aussi pour l'irrigation agricole. Et bien souvent, évidemment, qui dit irrigation agricole dit il faut remplir des tuyaux. Est-ce qu'on aura toujours de l'eau pour alimenter les réseaux sous pression que nous gérons ? C'est évidemment une préoccupation qui est largement partagée par tous les acteurs ici autour de cette table ronde. C'est une préoccupation qui est extrêmement prégnante, extrêmement présente à la CACG. Nous partageons totalement l'idée selon laquelle, M. Orsini l'a dit, évidemment, la région, l'agence de l'eau, Haute-Vilaine et Éric Cadoré sont sur cette ligne-là. Nous partageons totalement l'idée selon laquelle les solutions seront multiples. Il n'existe pas une solution à partir de laquelle on pourrait imaginer résoudre l'équation du bouleversement climatique, je crois que c'est le mot qui a été utilisé, et ses effets sur la ressource en eau. Il existe naturellement un mix de solutions, parmi lesquelles des solutions de stockage, parmi lesquelles évidemment les solutions fondées sur la nature que Aude Vitaine a rappelé à juste titre tout à l'heure, parmi lesquelles évidemment la question de la sobriété. Comment on peut imaginer demain une évolution des usages de telle sorte qu'on consomme moins globalement, que ce soit pour les usages domestiques résidentiels, que ce soit pour les autres usages et notamment pour l'agriculture. Et puis évidemment, on aime à rappeler, nous, à la CACG, parce que c'est notre premier métier, notre principal métier, il y a aussi une solution qu'il ne faut pas oublier, qui est celle de la gestion. Gérer la ressource en eau, c'est très particulier. Ça demande une expérience, une intelligence, ça demande des outils, et il y a des marges de manœuvre très importantes qu'on peut gagner là-dessus. Donc la question évidemment qu'on se pose, vous parliez de la neige en Corse, vous faisiez allusion au manteau neigeux dans les Pyrénées, vous savez, c'est pas bien terrible non plus. Hein, même si il a reneigé cette nuit ou hier dans la journée, ça fait un peu de blanc, mais l'épaisseur du manteau neigeux dans les Pyrénées est très faible si on le compare évidemment avec les historiques sur 30 ou 40 ans. Et le problème de l'eau qui manque en hiver, c'est évidemment une répercussion directe sur l'eau qui va nous manquer pour réalimenter les nappes, comme le disait Aude tout à l'heure, mais aussi pour alimenter directement les cours d'eau superficiels, les rivières, et évidemment satisfaire un certain nombre de besoins. Donc s'il y a moins de disponibilité en eau, à cause notamment du manque de neige, mais aussi de la fonte des glaciers qui ont quasiment disparu dans les Pyrénées, ça va poser la question de quelles solutions on met en œuvre en substitution pour faire en sorte que les usages soient toujours satisfaits et qu'on puisse continuer à mettre de l'eau dans les tuyaux. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la sobriété. Est-ce que finalement, ceux pour qui l'eau est destinée, in fine, au bout du tuyau, peuvent imaginer une évolution de leurs usages de sorte à ce qu'ils en aient un peu moins besoin de cette eau. Et nous, à la CACG, il se trouve que, là je parle uniquement des réseaux sous pression, hein, ce qu'il y a au bout, ce sont des agriculteurs. Des agriculteurs pour des besoins d'irrigation de leur culture. Et c'est évidemment une question qui nous préoccupe énormément et qu'on porte, une réflexion qu'on porte au travers d'un certain nombre de réseaux et d'implications, et notamment au travers d'une ferme. Nous sommes propriétaires à la CACG d'une ferme expérimentale dans le Gers, au cœur du système Nest, à Masseube, exactement, que connaît bien naturellement Éric Cadoré. Nous exploitons cette ferme, donc nous avons des salariés. Au total, la CACG, c'est 240 ou 250 collaborateurs, mais on a une petite équipe dans cette ferme expérimentale. Et si j'en parle, c'est parce que c'est une ferme qui est, comme son nom l'indique, expérimentale, et dont les expérimentations sont entièrement dédiées à imaginer une évolution de l'agriculture de sorte à ce que l'agriculture consomme moins d'eau. Donc on expérimente évidemment tout ce qu'il y a autour de ce qu'on appelle l'agroécologie, l'agriculture de conservation, des modes d'irrigation différents, pas forcément en aérien, mais des choses en souterrain, etc. etc. Et évidemment, on ne le fait pas seul, parce que ça ne présenterait pas d'intérêt. On le fait avec des collectivités, l'agence de l'eau, la région soutiennent financièrement ces travaux de recherche. On le fait avec des centres de recherche, des centres universitaires, avec l'INRAE. On les fait avec les agriculteurs eux-mêmes, naturellement, puisqu'il y a un petit réseau autour de la ferme d'agriculteurs qui nous permettent de comparer
les résultats de nos expérimentations avec ce qui se fait juste à côté en agriculture plus conventionnelle, et on le fait évidemment avec les coopératives agricoles. Et puis le quatrième enjeu, et j'y viens, c'est naturellement celui de l'efficience de nos réseaux, le rendement de nos réseaux. Alors je me suis complètement retrouvé dans les chiffres que vous avez présentés. Il se trouve qu'à la CACG, le rendement moyen de nos réseaux, des 2500 km de réseaux que nous gérons, c'est 73%. C'est évidemment pas satisfaisant. Ça fait beaucoup de pertes, 73%. Peut-être qu'à une époque, c'était pas si important. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a dit, évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire. On a engagé, depuis 3 ans, un programme très important de renouvellement progressif de nos réseaux. Et le hasard fait que, c'est pas pour vous faire plaisir que je vais le dire, mais on est à 1,2% de renouvellement depuis 3 ans. On renouvelle en moyenne un petit peu plus de 30 km par an sur les 2500 km de linéaire dont on a la responsabilité. La dernière grosse rénovation qu'on a faite, elle est à quelques kilomètres d'ici, le réseau de Merville, qu'on vient d'achever juste il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Ça représente évidemment des investissements qui sont importants. Notre objectif, à terme, est de passer de 73% à 86%. On y est déjà sur les réseaux qui ont bénéficié de ces travaux de renouvellement, donc on peut y arriver. Même si quand on refait un réseau, on ne fait pas tout le réseau, on fait des bouts de réseau, des linéaires de réseau. Ici, on a fait 26 km à Merville, mais évidemment, ça va nécessiter beaucoup de moyens financiers et ça va évidemment nécessiter beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui s'inscrit sur le très long terme. Merci beaucoup Willy Louise pour ce panorama très complet. Et on va terminer ce tour de table avec Rémi Ramon pour Réseau 31. Vous aussi, vous faites face à ce mur de modernisation qu'il va falloir mettre en place, dont on a beaucoup parlé, mur d'investissement aussi. C'est pas le bon papier. J'étais pas loin. C'est pour après ça. Au niveau de Réseau 31. Oui, alors tout d'abord, je voudrais excuser Sébastien Messini, bien sûr, président de Réseau 31 et du conseil départemental, qui connaît parfaitement tous ces sujets et qui aurait été ravi d'être ici présent pour vous parler de cette problématique. Je vais essayer de le faire à mon tour. Pour ma part, je vais vous parler des actions, parce que le constat a été fait par M. Orsini, j'y reviendrai pas, je le partage pleinement. Et effectivement, il faut qu'on parle des solutions. Et les solutions, on doit les mener tous ensemble, c'est évident. Donc moi, je vais essayer de vous parler de ce que nous faisons chez Réseau 31, dont nous sommes le syndicat départemental de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne. Et nous essayons, par nos actions, de mener notre part sur le renforcement des réseaux. En quelques mots, Réseau 31, c'est 57 000 abonnés sur 2800 km de réseau. Donc on est présent sur tout le département. Donc vous voyez, quand vous avez parlé de ruralité et de longueur de réseau tout à l'heure, là on y est en plein dedans. Je veux dire, quand on va renforcer 1 km de réseau à Luchon, c'est pas tout à fait la même chose que de rénover 1 km à Toulouse, Monsieur Médina. Donc effectivement, je crois que Réseau 31 prend sa part. Elle va continuer à le faire puisque nous, ce que nous souhaitons, c'est mettre en place un tarif unique. Nous avons grandement contribué à le faire et nous allons continuer cet effort-là pour qu'on puisse rendre le même service n'importe où l'on soit sur le territoire. C'est une notion très très importante parce qu'en termes d'investissement derrière, on voit bien les impacts que cela peut avoir. Quand on a énormément d'abonnés sur un réseau, c'est beaucoup plus simple à financer que lorsqu'on n'en a pas. Par contre, essayer de le répartir et d'appliquer cette solidarité territoriale, ça demande un effort. Ça demande un effort à l'usager aussi par rapport aux tarifs, évidemment, de se dire qu'on agit, peu importe où l'on est, on doit payer le vrai prix de l'eau, parce que pour moi, c'est ça le sujet, c'est de payer un vrai prix de l'eau par rapport à ce que l'on perçoit. Et je peux vous dire que chez Réseau 31, c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années avec le président. Il le fait aussi au niveau du département. Et on a décentralisé des élus locaux. Vous parliez tout à l'heure de gouvernance. Nous, c'est des choses qui nous tiennent très à cœur, puisque moi, par exemple, je suis président d'une commission territoriale, celle du Volvestre, mais on est 15 vice-présidents territoriaux
de manière à pouvoir aller au plus près des territoires, rechercher les enjeux, les contextes, les contraintes pour essayer d'offrir la meilleure solution possible. Donc ça, je dirais, c'est quand même une des missions principales que nous essayons de mener. Sur le renouvellement des réseaux, c'est une part très importante de notre budget investissement, évidemment. Nous essayons de renouveler les réseaux les plus fuyards, parce qu'on considère que pour réduire les fuites et avoir le meilleur rendement, c'est d'abord là où il faut aller. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le maintien de la continuité de service, parce que des casses, plus il y a de fuites, plus il y a de casses. Il y a également une durée de vie qu'on veut donner à nos réseaux, qui pour nous est de 80 ans. Vous parliez de 70 tout à l'heure. Nous, on a estimé ça plutôt à 80 ans sur notre modèle. Et puis c'est surtout la préservation de la ressource. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M. Orsini, mais quand on prélève 2 mètres cubes pour en faire 1, on voit de suite, quand on a 50% de rendement, on voit de suite l'impact. Donc évidemment, chez Réseau 31 aussi, on essaye de lutter contre ça. Le renouvellement des réseaux, ça consiste aussi à essayer de moderniser nos installations. On a quand même un problème sur le chlorure de vinyle monomère, personne n'en a parlé, mais c'est un sujet. Sur les canalisations en PVC qui ont été posées avant les années 80 et qui peuvent poser des problèmes au niveau santé. Donc on essaye aussi, dans notre plan d'investissement et de nos renouvellements, d'intégrer cette partie-là, de manière à assainir, j'ai envie de dire, nos réseaux et les rendre les plus propres possibles. Donc l'enjeu de renouvellement, c'est aussi un enjeu de qualité. C'est un enjeu évidemment de qualité, de santé publique, c'est de ça dont je parle. C'est un enjeu environnemental, comme on en a parlé avec M. Orsini et les autres intervenants. C'est un enjeu financier, pour essayer de quand même avoir un tarif de l'eau derrière, parce que si on a des fuites, ça veut dire que derrière, il faut pomper, il faut consommer l'électricité. Donc il y a tout ça qui s'entremêle. Ce n'est pas qu'une problématique, c'est un enjeu global que nous devons aborder. Et bien sûr, on veut maintenir la qualité de l'eau dans nos réseaux. Et puis surtout, c'est peut-être ça votre question, c'est nous, on veut garder la confiance de nos consommateurs. Parce que aujourd'hui, il y a encore cette question de l'eau du robinet. Moi, je veux la balayer, cette question. Nous, chez Réseau 31, on assure une eau de très grande qualité et on fait des analyses très précises avec le laboratoire départemental. Jean-Michel pourrait en parler aussi. On essaye d'avoir des actions sur le petit cycle de l'eau, mais le grand. C'est-à-dire le grand, c'est comment on préserve notre ressource, comment on préserve cette qualité d'eau dans nos réseaux. Et nous, on recherche vraiment la confiance des consommateurs et de nos usagers. Réseau 31, c'est le service public de l'eau. C'est notre slogan, on le défend tous les jours. Et par rapport aux actions que je suis en train de vous dire, c'est clairement ça qu'on souhaite. La confiance du consommateur qui ne se pose plus la question et qui boive l'eau du robinet, point. Déjà pour lui, ça sera moins cher parce que quand on achète de l'eau en bouteille, c'est quand même beaucoup plus cher que l'eau du robinet. Et en plus de ça, elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne. Et parfois moins polluée même. On a Et eu même des parfois polémiques moins polluée. récentes. Sur les investissements maintenant, je profite d'avoir tous ces acteurs devant moi et à côté de moi pour dire que chez Réseau 31, on a la chance d'avoir le conseil départemental qui nous aide énormément par son président, son vice-président. Et c'est 20% de subventions sur les réseaux d'eau potable que le département nous finance. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, on ne pourrait pas renouveler autant de réseaux si le conseil départemental n'était pas là en appui. Le conseil départemental, il ne subventionne pas à tout va. C'est très précis, c'est-à-dire que la notion de solidarité territoriale dont j'ai parlé est prégnante, y compris au département, vous le savez. Et on essaye de mailler notre territoire, de faire des interconnexions. J'entendais parler de ça tout à l'heure. L'eau n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Elle coule de la montagne, là on parle de la Garonne, elle va jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, nous, on essaye de créer des interconnexions. On en a fait une avec nos amis de l'Ariège, le SMDA 09, et on compte continuer à en faire. Parce que là où il y a une installation à construire, d'eau potable par exemple, lorsqu'il y en a deux, on peut en faire peut-être qu'une seule, qui répond aux besoins de tout un territoire entier. Ça permet d'optimiser les financements de l'agence de l'eau, ça permet de rationaliser les coûts également pour nous, et ça permet d'avoir un juste prix de l'eau, j'en parlais tout à l'heure.
Donc c'est pas parce que c'est à Carbone que c'est chez moi que j'en parle, mais quand même, on a fait une très belle opération là-bas et on va continuer en ce sens. Et dernier petit sujet dont je voulais parler, puisqu'on parlait de solutions depuis tout à l'heure, une des solutions que nous, on développe et à laquelle on croit depuis quelques temps maintenant, c'est l'hydroélectricité. Vous avez parlé du canal de Saint-Martory, mais je vais y revenir, oui, effectivement. Parce que le canal de Saint-Martory, c'est un canal qui a été construit il y a des années. Je ne sais pas si on pourrait le reconstruire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que ça poserait d'autres sujets et d'autres problèmes. En tout cas, on a la chance de l'avoir. C'est la propriété du département de la Haute-Garonne et on peut l'exploiter. Ce canal, au-delà de ce qu'il amène en termes de ressources en eau sur toute une vallée, y compris la vôtre, c'est aussi un formidable potentiel pour l'hydroélectricité. Aujourd'hui, on a développé des microcentrales qui nous permettent de récupérer des recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement, je n'ai pas besoin, il y a beaucoup d'élus ici présents, vous savez que c'est pas simple. Et donc sur le syndicat de Réseau 31, on a développé ces microcentrales, on en a à Montavezan, on en a une grosse au Fousseret, on en a une en construction actuellement à Bérat. L'objectif étant d'en avoir 7 d'ici 2028. On essaye également d'équiper nos châteaux d'eau, nos réservoirs, celui de Baziège, je pense, en particulier, où on a mis en place une micro-turbine qui nous permet gravitairement de récupérer ce débit et fabriquer de l'électricité. On a un projet de pico-centrale sur le réseau d'eau potable de Montauban de Luchon. Donc vous voyez, on est présent partout. Il y a 550 mètres de chute et ça va nous permettre de récupérer de l'électricité. Tout ce rachat d'électricité est possible car cette eau, je le précise, très important, à aucun moment elle n'est pompée. C'est-à-dire c'est gravitairement que ça se passe. C'est de l'eau qui arrive, la ressource arrive, et gravitairement on récupère cette énergie pour la transformer en électricité. Bon, il faut savoir que en énergie, puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est un gros levier. Chez Réseau 31, on a une consommation de 22 Tera, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Giga, pardon. Et on est en capacité aujourd'hui d'en sortir 15. On a pour objectif un jour, on se prend à rêver, mais M. Orsini a dit qu'il fallait trouver des solutions et mettre de l'espoir un peu aujourd'hui. Pourquoi pas arriver à 100% d'autoconsommation? Donc, merci. C'est un changement de philosophie, c'est de voir les réseaux pas seulement comme quelque chose de technique, d'une infrastructure, mais une opportunité de rentabilité, vous me disiez. Complètement, complètement. Il ne faut pas s'interdire les usages. On en a parlé des usages de l'eau tout à l'heure. Pourquoi l'hydroélectricité ne serait pas un usage, sachant qu'on le renvoie dans le milieu, on le renvoie directement, il n'y a aucune prise. C'est une solution comme une autre. En tout cas, elle nous permet d'optimiser nos coûts de fonctionnement, tout simplement. C'est faire de la recette pour diminuer nos dépenses et pouvoir réinvestir de l'argent pour faire plaisir à nos canalisateurs. Non, je plaisante, pas leur faire plaisir. Mais ouais, j'avais le chéquier tout à l'heure, mais celui-là, il ne va pas payer toutes les canalisations. Non, mais bien entendu. Et puis, il y a aussi un côté quand même très vertueux et environnemental. Je veux dire, fabriquer de l'électricité à partir du milieu naturel sans dégrader la nature, sans aller chercher de ressources supplémentaires. On fait que du gravitaire en récupérant l'énergie et l'inertie. Donc c'est aussi, ça a du sens, je pense. La question de l'autonomie énergétique et de l'indépendance énergétique est un autre sujet encore, mais hautement important. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de faire un deuxième tour de table sur une thématique quelle qu'elle soit, parce que l'heure tourne. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à ce qui a été dit? Je pense à Haute-Vitaine, Éric Cadoré, Robert Ménina qui étaient au début. Est-ce que vous souhaitez redire un mot par rapport à ce qui a été dit? Oui, allez-y, Haute-Vitaine. Et après, si on a le temps, on prendra une ou deux très rapides questions du public. Merci. Ce que je trouve très illustratif dans ce qui vient de nous être dit, c'est aussi qu'un défi auquel sont confrontés l'ensemble des acteurs qui se sont exprimés là, c'est la recherche de nouveaux modèles économiques dans un contexte de sobriété. Ça se pose pour les agriculteurs avec des solutions qu'on cherche et qu'on doit encore consolider. Ça se pose aussi pour les collectivités. Comment on garde un modèle économique devant des besoins d'investissement qui sont en fait de plus en plus forts et une ressource qui se raréfie, donc avec un modèle qui forcément va être basé sur moins de volume desservi. Donc il y a bien sûr la lutte contre les fuites qui fait partie de cette stratégie. Mais sur cette question de la gouvernance, je pense que ce qui a été montré là est vraiment majeur. Et l'exemple porté par Réseau 31, je crois que c'est exactement ça qu'a voulu le législateur,
quand il a organisé les transferts de compétences du bloc communal sur les enjeux eau potable et assainissement vers les EPCI, avec une volonté d'organiser, qu'on porte nous à l'agence de longue date, à l'échelle départementale, avec des schémas départementaux permettant de construire des plans pluriannuels d'investissement. Et pour nous, agence de l'eau, c'est majeur, parce qu'on est sur des temps longs, on est sur des cycles de construction d'un programme, des recettes et des dépenses qui vont avec, sur 6 ans. Et donc avoir en face de nous des collectivités qui ont une planification territoriale dans le temps et qui savent dimensionner des besoins face à des grands projets structurants, et bien ça, c'est ce qui permet d'organiser une réponse financée entre collèges et d'expliquer cette solidarité financière au service de projets concrets. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a une phrase que vous avez dite, Monsieur Cadoré, vous avez dit tout le monde se renvoie un peu la balle. Et moi, j'ai envie de dire, après ça, j'ai envie de dire tout le monde prend sa part, en fait, un peu aussi, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, je pense qu'il y a une espèce de non-dit sur comment on finance sur la question du financement. ce renouvellement des réseaux à hauteur de ce qu'il y aurait besoin aujourd'hui. Voilà, on avance à quelques petits pourcents. Il faudrait 200 ans pour renouveler. Alors, selon comment on calcule, c'est 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais voilà, quelque part, il doit y avoir quelqu'un qui donne le là, qui envoie la clé de sol. Voilà, je ne sais pas qui, mais il va falloir qu'on trouve une solution. Robert Médina, je ne sais pas si vous voulez donner le là, en tout cas, vous voulez réagir. J'aimerais bien pouvoir donner le là. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a tout ce côté investissement pour plus de sobriété, mais n'oublions pas qu'on a aussi un problème sur la qualité. Quand il y a moins d'eau l'été, l'eau est plus chaude, il y a des traitements qui sont plus importants. Je pense que l'eau que nous traitons aujourd'hui n'est pas celle que nous traitions il y a 10 ans et n'est pas celle que nous traiterons dans 10 ans. Je pense aussi que les normes évoluent et on attend de l'Europe, là, on attend des nouvelles normes qui vont arriver. Et je crois que les investissements à ce niveau, ils vont être conséquents aussi et ça va être très important. Donc effectivement, l'eau paye l'eau et il faut qu'il y ait cette prise de conscience. À mon avis, l'eau n'a pas le prix de l'eau aujourd'hui n'est pas le juste prix de l'eau. À mon avis, il faut qu'il soit beaucoup plus important. Mais c'est un message difficile à faire passer, quoi. Oui, parce que ça implique l'opinion publique aussi. Exactement. Et pas que les connaisseurs. Donc on va au-delà. Et quand on parle, demain on parlera de tarification progressive, saisonnière, peu importe. On évoquera le sujet. Mais au moment où on essaye de mettre des tarifications qui permettent d'aller vers plus de sobriété, en face, on nous oppose une tarification sociale. Mais ce n'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est d'avoir plus de sobriété. C'est pas de faire, je suis désolé, c'est pas de faire plus de social. Il y a des fonds de solidarité logement qui peuvent aider les personnes qui sont dans le besoin, mais je pense que l'eau doit coûter plus cher. Et ça, c'est un message très important à faire passer pour plusieurs raisons. Ok, on y reviendra, pardon, parce que là, si on se lance dans ce débat-là, malheureusement, on y passe la soirée, c'est passionnant, mais on ne pourra pas. En tout cas, ce que je retiens aussi par rapport à ce qu'a dit Haute Vitaine, c'est que même s'il y a ce problème de financement, il ne faut pas s'interdire d'être agile, d'avoir des solutions, des opportunités de rentabilité, comme vous l'avez dit, d'imaginer des choses qui permettent peut-être d'apporter des solutions. Un concept cher à Antoine Orsini, à qui on va donner la parole. Je parasite totalement les questions du public, mais je vous invite à prolonger ce soir et demain. Et vous allez nous faire la synthèse. Quel est votre regard sur ces échanges ? Alors, rapidement. Ce soir, je ne prendrai pas mes anxiolytiques. Ah, ben on est ravis. Quand je vois les courbes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des solutions concrètes, multiples. J'ai vu des exemples pour la France. Je vous regarde d'abord. Alors j'ai commencé pas par Toulouse Métropole, mais système Nest. Non, j'ai vu des choses concrètes. C'est ça. Et quand je dis un exemple, un phare pour la France, je vais prendre vos coordonnées. J'avais oublié de parler des solutions basées sur la nature en tant qu'écolo. J'aurais peut-être dû, mais c'est vrai, notamment dans les inondations, mais il y a plein de choses. Concernant l'eau, il faut changer de paradigme. C'est clair qu'on ne gère pas l'eau aujourd'hui comme on l'a gérée hier et comme on la gérera demain, vous l'aviez dit très bien. La notion de sobriété, elle est venue aussi. Vous avez compris que le stockage versus économie, on est en plein dedans, il vaut mieux commencer par être un peu plus sobre. Les réseaux c'est fondamental. Ces réseaux qui vont irriguer, pour dire innerver les régions. C'est fondamental. Il n'y a pas de développement d'une micro-région sans des réseaux d'eau et d'assainissement, bien sûr. La formation des personnels, en tant qu'universitaire, je suis sensible.
il y a une vingtaine d'années, j'ai créé un master sciences de l'eau et de l'environnement dans lequel on est aussi technique. Sur la gouvernance, c'est vrai qu'il faut trouver toujours le bon maître d'ouvrage. Il faut trouver le bon maître d'ouvrage pour les financements. Bon, on peut saluer donc les agences de l'eau, je ne vais pas vous citer que vous, madame, mais nos agences françaises qui aident chaque fois. Enfin, sur l'hydroélectricité, moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait qu'on le fasse encore, ces microturbines. Parce que vous n'avez pas dit une chose. Quand on met une microturbine dans un réseau, on va fonctionner nuit et jour et 365 jours par an. Si on fait une microcentrale, il faut l'arrêter pendant 3 mois pour le débit réservé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas être trop long. En tout cas, bravo pour l'organisation de ces débats. Et merci, madame et messieurs, de la richesse de vos propos. Merci de l'avoir magistralement introduit. C'est la fin de cette plénière. Un grand merci à vous tous d'y avoir assisté et vous d'avoir participé puis d'avoir regardé en face sans détour cette thématique qui a un enjeu notamment financier très fort. Vous avez conclu la journée avec des messages importants. On vous remercie vivement et merci également à tous les participants de cette journée. On se retrouve demain parce qu'il y a encore 3 conférences, notamment une conférence importante sur la question de financer la sobriété qui va prolonger nos débats. Et il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, ce soir, la soirée à la Cité de l'Espace. Demain matin, 9h30. Merci beaucoup, bonne soirée et merci à vous. 3, 2,